Vincent Hugeux, comment comprenez-vous le bide complet des services de renseignement français? Vous avez lu le Canard enchaîné comme moi la semaine dernière. Macron apparemment était vraiment pas content et il a passé une engueulade phénoménale aux gens de la DGSI en leur disant « Enfin, comment n'avez-vous rien vu venir ?» Le DGSE en l'occurrence. Service extérieur. Pardon, c'est extérieur, excusez-moi, c'est la deuxième fois que je fais la même erreur. Eux, ils n'ont rien vu venir? Alors, ce qui est assez cocasse en l'occurrence, c'est que une semaine plus tôt, à peu près, c'était le 13 juillet au soir, à l'hôtel de Brienne, Emmanuel Macron rendait un hommage inaccoutumé et appuyé, publiquement en tout cas, au même service de renseignement extérieur pour leur clairvoyance, la DGSE, pour leur clairvoyance dans la préparation et la conduite de la mutinerie avortée de Prigojine en Russie. Oui, oui, oui. Là, il se trouve qu'effectivement, soyons clairs, et j'ai quelques raisons d'être à peu près sûr de mon analyse, les services français avaient alerté Mohamed Bazoum et son entourage de plusieurs velléités putschistes. L'une d'ailleurs l'avant-veille de son investiture, voilà 2 ans, et 3 ou 4 depuis. Mais pas celle-là et pas avec ces personnages-là. Si vous voulez, quand vous avez un coup d'État qui se prépare dans les arrière-salles d'un hôtel de la capitale, d'un restaurant chez tel ancien général à la retraite, confié en amertume, etc., vous avez des signaux qui peuvent être captés par des gens dont c'est le métier, qu'ils soient d'ailleurs locaux ou étrangers. Là, en l'occurrence, on a tellement l'impression d'une sorte d'improvisation, d'impulsion de quelqu'un qui se dit « si je n'agis pas maintenant », je finis ma carrière dans la honte et l'ombre, que sans doute il n'y a pas eu ces petits cailloux qui sont semés en amont de trucs. Ça n'excuse pas tout. Ça doit vouloir dire aussi que pour des raisons de priorité, on a peut-être dégarni une partie des dispositifs justement de captation de renseignements dans cette zone du monde et du continent africain pour privilégier, là aussi, pour des raisons qui sont explicables, l'Ukraine. Voilà, ou l'Europe de l'Est. Voilà. Donc, oui, très clairement, c'est un échec. Parce qu'en plus, si vous voulez, point de détail, mais qui n'en est pas un d'ailleurs, c'est que le personnage qui apparaît comme la figure de proue, donc le fameux Abderrahmane Tiani, ancien chef de la garde présidentielle, et qui l'était depuis 2011, n'avait pas été identifié comme éventuellement le cerveau d'un coup d'État militaire virtuel. Pas davantage que Salifou Modi, qui à mon sens est sans doute l'un des cerveaux aujourd'hui de la junte. Salifou Modi était l'ancien chef d'état-major qui, lui, avait d'ailleurs été démis de ses fonctions par Mohamed Bazoum en avril dernier, nommé ambassadeur aux Émirats Arabes Unis, et ne s'était d'ailleurs jamais rendu dans son nouveau poste. Donc vous voyez, dans les deux cas, vous avez un ressort qui, à mon avis, est toujours à prendre en considération, au-delà de l'énoncé des principes, la sauvegarde de la patrie, blabla, etc., c'est le ressentiment. C'est la rancœur personnelle. Et donc vous avez là une agrégation de rancœurs qui font que ce qui paraissait inconcevable, et d'ailleurs n'a pas été capté, en tout cas dans cette séquence-là et avec ces personnages-là, peuvent tromper, flouer ceux qui sont pourtant payés pour repérer ce genre de signaux sur leurs écrans radars. De toute évidence, 3 semaines après le coup d'État militaire à Niamey, on a l'impression que les gars qui sont au pouvoir, alors certes, ils ont nommé un gouvernement de civils, mais on ne sait pas très bien qui dirige actuellement le pays qui est devenu le Niger, soufflent le chaud et le froid. Ils disent « Ah bah si, on veut bien négocier, on peut envisager éventuellement de rendre le pouvoir. » Et puis d'un autre côté, ils serrent la vis dans d'autres domaines. Quel est votre sentiment, là, 3 semaines après? Comment ça va tourner? Est-ce que la CEDEAO va finir par sortir le gros gourdin et à taper ou pas? Écoutez Bernard, vous mettez le doigt sur ce qui me préoccupe le plus depuis le début, indépendamment du fait qu'on est dans un dévoiement évidemment grossier et de toutes les normes démocratiques pour lesquelles tant de jeunes Africains se sont battus depuis des années. Ce qui m'inquiète le plus, donc, c'est cette apparence de flottement, d'hésitation, signaux contradictoires. Exemple très simple. Dans un même souffle, quasiment, on reçoit des dignitaires religieux, spirituels et politiques du Nigeria, ce qui évidemment n'est pas indifférent, 1500 km de frontières communes, et on prétend traduire pour haute trahison le président légitimement élu. Bazoum. Donc aux uns on dit nous ne sommes pas exclus, nous ne sommes pas hostiles à une négociation, le dialogue doit continuer, et puis aux autres on dit non seulement ce personnage, Mohamed Bazoum, donc président élu,
doit être traduit devant les juridictions locales et internationales, c'est quand même sidérant, pour haute trahison, atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Mais on laisse entendre qu'en cas de passage à l'acte militaire de la part de la CEDEAO, donc cette communauté des États d'Afrique de l'Ouest, eh bien, on pourrait attenter à ses jours. Donc, comment s'y retrouver? Et moi, derrière cela, si vous voulez, quand je compare ça avec d'autres putschs récents, Mali, Burkina Faso, je suis très frappé par une sorte d'amateurisme et des flottements qui tiennent au fait, à mon sens, que tous ces personnages vêtus de treillis kaki, même si certains n'ont pas combattu depuis un certain temps, sont saisis par un hubris. Ils sont comme, je dirais, enivrés par leur propre audace. C'est-à-dire que c'est un coup d'État qui, à la différence des précédents, part sur ce que l'un des collaborateurs de Bazoum a créé une convenance personnelle. C'est vrai, c'est un chef de la garde présidentielle qui sait qu'il est plus proche de la porte que de la promotion et qui décide donc de prendre les devants. Et qui, et c'est ça qui fait basculer d'une certaine manière le rapport de force, réussit à embarquer dans cette aventure les grands chefs de corps militaro-sécuritaires. Bon, mais on dit, alors là, vous savez, ils nous ont dégainé le kit du parfait petit putschiste, hein, c'est-à-dire une politique sécuritaire en échec, la malgouvernance, la corruption. Oui, mais enfin, petit détail, ils sont eux-mêmes, les acteurs de ce putsch, comptables de la politique sécuritaire pour certains depuis plus de 10 ans. Oui. Il y a un hic. Ensuite, la corruption, les grandes affaires de corruption, et il y en a eu, évidemment, au Niger, des commandes militaires fictives, de la surfacturation, des détournements, ils étaient aussi aux manettes. Deuxième souci. Donc, si vous voulez, rien là-dedans n'est rationnel et cohérent, mais ça fait un certain temps que, notamment dans l'ère sahélienne, on a renoncé à toute forme de rationalité. Et si vous voulez, alors maintenant, j'en viens au cœur de la question sur la CEDEAO. Moi, ici même, sur ce plateau, depuis 2 semaines, je manifeste une très grande circonspection. Pour des raisons qui tiennent à la fois à la fragilité du front uni contre le putsch et à des difficultés opérationnelles insurmontables. Je commence par celle-là. Enfin, vous avez un président qui est peut-être dans les sous-sols d'une résidence présidentielle. Vous allez lâcher un commando de parachutistes sur le toit du palais au risque de mettre un terme à son séjour ici-bas. Deuxièmement, vous avez éventuellement une opération militaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une intrusion de colonnes qui viennent du Nigeria ou du Bénin. C'est les 2 seules solutions. Bon. Avec des comités de vigilance qui ont été activés sur tous les ronds-points de Niamey, par exemple. Donc vous allez éventuellement courir le risque de laisser dans votre sillage des dizaines de citoyens nigériens. Donc voilà, c'est pour la raison. Alors, et puis la première raison de mon scepticisme, c'est que on nous dit, oui, c'est le front uni, l'union sacrée contre le putschisme. Mais pas du tout, pas du tout. À l'ouest, vous avez le glacis des frères d'armes maliens burkinabés. L'Algérie au nord, le président Tebboune a très clairement manifesté son hostilité radicale à toute intervention. Il ne supporte pas l'idée qu'on puisse mettre un orteil et a fortiori des Rangers dans son arrière-cour sahélienne. C'est ainsi qu'il voit cette région. Et puis même, les États-Unis ont une posture extrêmement ambiguë, car ils ont des intérêts, ils souhaitent évidemment garder leur base à Agadez et un peu plus au nord, c'est un balcon sur la Libye, ce qui n'est pas inutile. Les Italiens, les Allemands ont manifesté aussi leur préférence pour la formule du dialogue. Et je termine là-dessus, c'est-à-dire que depuis le début, le propos de la CEDEAO, donc il faut toujours rappeler que c'est une communauté qui est perçue par une bonne partie de l'intelligence africaine comme molle, tiède et inféodée aux partenaires occidentaux. Depuis le début, donc la CEDEAO a un discours qui est ambivalent. Si vous voulez crédibiliser la menace du recours à la force, vous ne commencez pas par répéter tous les 4 matins que vous souhaitez privilégier la solution diplomatique. Vous avez le droit de le penser très fort, mais il faut surtout pas le dire. Pour crédibiliser une menace, eh bien, on fait du vol en rase-motte avec des chasseurs au-dessus de la capitale, on masse des troupes, effectivement, on n'en parle pas. On a eu quand même des chefs d'état-major qui sont réunis il y a plus d'une semaine pendant 48 heures à Abuja au Nigeria, et on apprend qu'ils vont se retrouver jeudi prochain à Accra au Ghana. Il serait peut-être temps de donner des signaux crédibles. Et donc, effectivement, les putschistes, dans cette hubris dont je parlais tout à l'heure, ils s'engouffrent dans toutes ces brèches et se persuadent eux-mêmes que l'intervention militaire est une chimère.